Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom aujourd'hui consacré aux Émirats Arabes Unis. On en parlera avec mon invité Sébastien Boussois. Bonjour monsieur. Bonjour. Sébastien Boussois, vous êtes chercheur en sciences politiques, associé à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université du Québec à Montréal. Vous publiez cet ouvrage chez Max Milo, Émirats Arabes Unis à la conquête du monde, avec en couverture le visage du prince héritier Mohamed Ben Zayed, qui était mercredi 15 septembre dernier à Paris, lors de laquelle il a rencontré le chef de l'État Emmanuel Macron. Est-ce que vous savez ce qui est ressorti de ce déjeuner, de ce rendez-vous entre les deux hommes ? Mais tout va bien dans le meilleur des mondes entre la France et les Émirats Arabes Unis. C'était bien là l'objectif. Il y a des relations bilatérales extrêmement fortes entre les deux pays depuis des années. Les Émirats Arabes Unis se sont construits une relation tout à fait privilégiée avec Paris et le but était de renforcer ça. Il y a des accords de coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays, des contrats réguliers d'armement avec des sociétés comme Thales, comme Dassault. Et donc du coup, cette logique-là se poursuit. Il y a chaque année des contrats à plusieurs milliards qui sont signés en équipement pour les Émirats Arabes Unis. Et hier, il y avait un élément supplémentaire qui montrait à la fois ce que les Émirats Arabes Unis sont aujourd'hui, c'est-à-dire une puissance économique et militaire, mais également une puissance qui essaye de jouer sur le soft power et sur la diplomatie culturelle. Et c'est pour cela qu'ils se rendaient à Paris, à l'Élysée, puis ensuite à Fontainebleau, puisque les Émirats Arabes Unis font du mécénat, ce qu'on appelle en général plutôt la dissimulation par l'art, c'est-à-dire que vous achetez, vous offrez un joli palais ou vous le rénovez, et puis derrière, il y a évidemment des accords qui sont beaucoup plus importants, avec beaucoup plus d'enjeux, et c'est effectivement le cas là. Derrière ces accords militaires, il y a là la rénovation du théâtre impérial de Fontainebleau, là où Napoléon a abdiqué, et on est dans une situation assez particulière, c'est que les Émirats Arabes Unis mettent 10 à 12 millions d'euros pour rénover ce théâtre pour lequel la France n'a pas véritablement les moyens. Et aujourd'hui, ce théâtre impérial s'appelle le théâtre impérial Cheikh Zayed. Donc du coup, Mohamed Ben Zayed venait en réalité mercredi voir son nouveau bijou. Et ça, c'est une décision d'Emmanuel Macron de rebaptiser ce théâtre comme cela ? C'est une décision de l'exécutif qui peut paraître tout à fait contestable. C'est quoi ? C'est Emmanuel Macron qui met un genou à terre, qui reconnaît un petit peu son bienfaiteur, son seigneur ? Oui, enfin, je crois que ça rapporte aussi suffisamment d'argent. A priori, les contrats entre les Émirats et la France rapportent suffisamment d'argent aussi pour pouvoir rénover seul ce type d'événement, ce type de monument-là. Non, je crois que ça fait partie de ces accords win-win. Et là, dans le cas de l'espèce, il y a une sorte de remerciement et peut-être un peu, de déférence. Je dirais que les Émiratis aiment bien ça, les flonflons, les dorures. Et donc là, on est dans un théâtre qui brille beaucoup. Et effectivement, moi, je trouve ça un peu problématique parce que ce patrimoine-là, décider de le rebaptiser, de le changer de nom sur un théâtre et sur un château qui a autant d'importance dans l'histoire de la France, quand même un petit peu problématique. Je pense que le soft power est important, le mécénat culturel sera également de plus en plus important, mais je crois que des fois, un peu de discrétion aussi peut être, à mon avis, le Napoléon doit peut-être se retourner dans sa tombe, mais c'est une autre question. Qu'est-ce que cette rencontre révèle de la diplomatie, de ce qu'est devenue la diplomatie française depuis quelques années, et de ce qu'est la diplomatie macroniste en particulier ? Alors, en particulier sur la diplomatie macroniste, pour ce qui concerne le Moyen-Orient ou le Golfe, il y a eu une évolution des alliances. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une sorte de guerre larvée qui dure depuis des années, voire des décennies, entre le Qatar et les Émirats. Une rivalité extrêmement forte sur des stratégies de développement et sur des stratégies ou une orientation différente pour la région du Moyen-Orient. Il est clair que, du temps de Nicolas Sarkozy, la relation était plus forte entre la France et le Qatar. C'était aussi des contrats de milliards, notamment d'armement, et c'était aussi du mécénat culturel, comme on a pu le voir encore récemment avec l'inauguration et la rénovation de l'hôtel de la Marine. Puis ensuite, avec François Hollande, l'évolution de la relation a été un petit peu différente. Hollande s'est rapproché de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite avait réussi à se faire passer pour le bon élève de la lutte contre le terrorisme, après les attentats de Paris, ce qui est quand même assez fort de café, si je puis dire. Et du coup, la relation a été très forte entre Riyad et Paris.
nonobstant toutes les situations problématiques sur la radicalité de l'islam en Arabie Saoudite, le wahhabisme et le salafisme dont se revendiquent Daesh et Al-Qaïda dans leur corpus idéologique. Et puis avec Macron, l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a eu une tentative de go-between, d'essayer d'être au milieu. Comme il avait essayé d'être entre Poutine et Trump, il a essayé d'être entre le Qatar et les Émirats. Mais en réalité, la balance a très très vite penché parce que... vers les Émirats. Vers les Émirats, parce qu'en entretenant l'idée que le Qatar ne ferait que défendre les frères musulmans ou ce que certains appellent l'islam politique, je pense que c'est à mon avis une erreur. Et le glissement vers les Émirats s'est fait de manière naturelle, aussi parce qu'on a une base militaire à Ain Dafra, aux Émirats, la seule base française hors sol dans le monde, et aussi parce que les Émirats arabes unis aujourd'hui se vendent comme une sorte de phare qui défendrait la laïcité, ce qui est assez amusant. Vous évoquez le faste de ce pays, des Émirats arabes unis, le glam, les paillettes, etc. Mais en parallèle, il y a ce que vous évoquez. Depuis 10 ans, les droits élémentaires ont été annihilés un à un. Qu'est-ce qui se passe depuis 10 ans exactement? Alors l'arrivée de Mohamed Ben Zayed. Depuis 2014, il est clair qu'il y a un changement radical sur ce qu'étaient les Émirats arabes unis. Moi, j'ai connu des amis ou des collègues qui ont travaillé aux Émirats il y a 20 ans. C'était dans ce magma du monde arabe, malheureusement souvent en déconfiture. C'était un des pays qui pouvait laisser le plus d'espoir sur la démocratisation, l'ouverture et les droits de l'homme. D'ailleurs, Dubaï a en réalité émergé comme ça. Construire de nulle part une ville avec un mode de vie occidental qui puisse attirer des touristes et qui puisse venir uniquement aux Émirats pour s'amuser, pour boire de l'alcool, pour faire du ski, pour aller au bord de la plage. Et puis petit à petit, il y a eu des dérives qui se sont passées avec la crise mondiale, qui se sont passées avec les printemps arabes. Petit à petit, les Émirats se sont, je dirais, radicalisés. Mohamed Ben Zayed est un militaire. Il a peur de l'évolution démocratique pour son pays comme pour les autres pays musulmans. Il a eu une peur panique des printemps arabes et persuadé que l'ensemble des courants islamistes prendraient le pouvoir absolument partout dans tous les pays. Et puis surtout, Dubaï a été en crise en 2008 et il a sauvé Dubaï, mais du coup il a demandé à Dubaï de fonctionner à la baguette, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. Et Dubaï, petit à petit, a glissé de plus en plus vers ce qu'il est originellement, c'est-à-dire un paradis pour les touristes, mais également un paradis, je dirais, de tourisme sexuel. Et c'est aussi un paradis de la construction du BTP, mais c'est aussi un paradis du blanchiment et aujourd'hui un paradis fiscal qui entre et qui sort régulièrement des listes européennes des paradis fiscaux. Puisque Ben Zayed, lui, est plutôt basé à Abu Dhabi, c'est une fédération, les Émirats arabes unis, donc voilà, c'est les deux grandes puissances, Abu Dhabi et Dubaï. Qui est un petit peu, est-ce que vous pouvez nous décrire le personnage Mohamed Ben Zayed? On rappelle que le prince, il est prince héritier depuis très peu de temps, depuis 2014. Alors il faut savoir que dans ces pays-là, quand on est prince héritier, a priori, on a déjà, je dirais, les ors et déjà une grande capacité de pouvoir. Il est ministre de la Défense et la tribu rivale des Maktoum, donc c'est-à-dire la tribu qui a le contrôle de Dubaï, a le poste de Premier ministre. Il y a des sortes d'accords, d'arrangements. Mais en réalité, le seul que nous connaissons de l'extérieur, c'est Mohamed Ben Zayed. Ni le président actuellement émirati qui, après un AVC, est mal en point, ni le Premier ministre émirati de la tribu rivale des Maktoum. Donc c'est Mohamed Ben Zayed qui, en tant que prince héritier, comme Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, dirige et contrôle le pays, est appelé à tenir les rênes et la destinée de cette confédération émirati, et il est en train d'imprimer sa marque. Qui est cet homme? C'est un militaire qui a été formé à Sandhurst, en Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui, petit à petit, est très stratège, a une vision pour son pays de la Startup Nation. C'est-à-dire qu'il a voulu très rapidement... C'est le Emmanuel Macron du Moyen-Orient. Oui, ou je dirais plutôt le Premier ministre israélien ou tous les Premiers ministres israéliens qui ont fait d'un tout petit pays un terrain géopolitique qui est plutôt un confetti, un mini-empire qui est appelé à grandir. Mais en réalité, les Émirats se sont toujours inscrits dans une stratégie à la fois pour prévenir l'après-pétrole et pour diversifier l'économie et la société à venir. C'est pour ça que pour les Émirats, le modèle, et notamment Israël, il faut être, quand on est un petit pays, il faut des garanties de survie. Soit on a une base militaire, soit on a des investissements et des accords bilatéraux avec d'autres pays extrêmement importants, soit on a des alliés de poids. Le Qatar s'était rapproché de l'Iran parce qu'il partage un champ gazier le plus grand du monde.
Ils ne partagent que ça en réalité d'un point de vue économique avec l'Iran. Les Émirats arabes unis se sont toujours rapprochés de l'Arabie saoudite d'un point de vue idéologique et d'un point de vue stratégique. Et puis, la base est une garantie de survie pour les Émirats. Et petit à petit, en fait, Mohammed Ben Zayed a mis en place cette stratégie. En général, on a toujours dans cette région-là un programme, une sorte de, je dirais, de planification, non pas soviétique, mais en tout cas, a vision, c'est ce qu'ils disent en anglais, une vision de développement pour les 20 à 30 prochaines années à venir. Et c'est ce que Mohammed Ben Zayed est en train de mettre en place. Oui, c'est quoi cette stratégie? Parce qu'il se rend compte, en tant que 7e pays parmi les producteurs de pétrole dans le monde, il sait que cette manne ne sera pas infinie. Quel modèle propose-t-il? Alors, il propose justement à la fois de réfléchir à l'après-pétrole et à l'après-énergie fossile. Il s'inscrit dans une dynamique de diversification de l'économie qui passe par le développement du secteur tertiaire, qui passe par le développement du tourisme, qui passe par la multiplication des investissements tous azimuts un peu partout dans le monde. Rappelons que c'est un paradis fiscal, les Émirats arabes unis. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, si demain... Fiscalité nulle, presque aucun contrôle des capitaux entrants. Ah bah absolument aucun contrôle des capitaux. C'est bien pour ça que du coup c'est un paradis fiscal. Et c'est effectivement un problème. Si demain vous voulez virer de l'argent sur un compte émirati que vous aurez ouvert par Pierre-Paul Jacques, vous n'aurez aucun contrôle et personne ne vous demandera d'où vient cet argent. D'ailleurs, le plus bel exemple et le plus triste, pourquoi est-ce que toutes les élites afghanes corrompues sont parties aux Émirats depuis 20 ans avec l'argent de la communauté internationale qui servait accessoirement à reconstruire l'Afghanistan? Ils sont partis aux Émirats parce que personne ne leur a rien demandé quand ils sont arrivés avec des valises de billets ou quand ils ont fait des virements internationaux. Donc il y a à la fois une diversification de l'économie, un développement du développement durable, une multiplication des champs de survie, je dirais, en allant exploiter des mines en Afrique, en allant développer des ports un peu partout dans la Corne de l'Afrique et même ailleurs. Quand vous avez DP World, qui est en fait l'ancienne Dubai Authority des ports, il y a une expertise émirati sur la gestion de ports. Ils ont acheté des ports un peu partout dans le monde. Ils ont voulu acheter celui de New York. Ça a été bloqué. Après, justement, le 11 septembre 2001, ça a été leur grand ratage. Mais ils ont aujourd'hui la gestion d'un grand nombre de ports dans le monde. Parce que l'objectif de Mohammed Ben Zayed, c'est de faire non pas uniquement des Émirats une nouvelle Sparte, c'est-à-dire une puissance militaire qui vise à l'extension et à l'expansion territoriale et maritime, c'est de faire en réalité une nouvelle Venise, c'est-à-dire une puissance militaire, économique, politique, géopolitique, mais également culturelle. Et c'est pour ça que du coup les Émirats, pour faire la culbute avec ce qu'on disait sur Fontainebleau, visent à développer un hard power très fort, mais également un soft power et une diplomatie culturelle extrêmement importante. Les derniers exemples en date étant l'achat de la franchise de la Sorbonne ou du Louvre, par exemple, à Abu Dhabi. Tout ça, ça fait un petit peu penser à une sorte d'état mafieux où c'était aussi la spéculation immobilière, le blanchiment d'argent. Enfin, il y a toute une espèce d'opacité, c'est un peu spécial. Mais bref, passons à autre chose. Le prince héritier, donc Mohammed Ben Zayed, a tissé, et vous l'expliquez très bien, des liens étroits avec son homologue, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Et quelles relations ils entretiennent? La relation, elle est simple. En réalité, Mohammed Ben Salman a toujours été une marionnette de Mohammed Ben Zayed. En 2015-2016, au moment où Donald Trump est en campagne, avant d'être donc élu président américain, Mohammed Ben Zayed va amener Mohammed Ben Salman directement à Washington en disant « Je vous présente le prince héritier saoudien que vous pourrez adouber, qui sera en gros à notre service. Il est jeune, inexpérimenté, il n'a jamais fait de politique, il aime les jeux vidéo, il luttera contre le terrorisme et on lui dira qui sont les terroristes et qui sont les méchants. » Et Donald Trump a dit « D'accord, welcome, welcome on board. » Et donc du coup, en 2 temps, 3 mouvements, Donald Trump a adoubé Mohammed Ben Salman, a dégagé Mohammed Ben Nayef qui pendant 20 ans était l'homme saoudien des Américains, celui qui depuis le 11 septembre 2001 avait lutté contre le terrorisme et avait aidé les États-Unis et qui était en plus apprécié des Occidentaux. Vous avez du coup ce jeune prince qui arrive, qui est sous la coupe de Mohammed Ben Zayed puisqu'il n'y connaît rien, il n'a pas de formation particulière. Mohammed Ben Zayed étant un militaire, il va essayer de le former à minima. Mais petit à petit, il prendra aussi le large en 2019-2020, quand il verra d'une part que sa marionnette lui échappe, quand il verra que Mohammed Ben Salman s'acharne sur une guerre au Yémen qui détruit
la réputation de l'Arabie Saoudite et qui risquerait de détruire la réputation des Émiratis, et quand il y aura également l'affaire Khashoggi, du découpage, malheureusement en rondelles, du journaliste d'opposition saoudien. Vous évoquiez à l'instant le Yémen, et cela fait partie, vous l'expliquez encore dans votre livre, des échecs qu'a connu Mohamed Ben Zayed. C'est quoi l'origine de son erreur là-bas ? Alors, je dirais que les Émiratis comme les Saoudiens sont à bonne école de leurs maîtres et de leurs professeurs américains occidentaux. Aujourd'hui, s'ils sont en échec, ils ont quand même gagné. C'est-à-dire que dans le jeu de la réelle politique, les pays qui dominent aujourd'hui encore sont ceux qui ne parviennent pas, s'ils s'engagent dans une guerre, à la gagner. Ni la France au Sahel, ni les États-Unis en Afghanistan, ni les Émiratis et les Saoudiens au Yémen. Mais pourrissement de la situation quand même. Un pourrissement total de la situation, mais personne ne leur en tient rigueur. Vous avez aujourd'hui 350 000 à 400 000 morts qui ont été malheureusement, qui ont eu lieu au Yémen. Ouais. Toutes les organisations internationales nous disent clairement que c'est la plus grande catastrophe humanitaire à l'heure actuelle. Personne ne sanctionne les Saoudiens et les Émiratis dans leur embardée folle d'essayer de venir à bout d'une rébellion Houthi, certes soutenue par l'Iran, le grand méchant, mais pour lequel il n'y a pas eu d'accord, au-delà de cette coalition, d'accord pour une sortie de crise avant tout politique plutôt que militaire. Et ça fait 4 à 5 ans que les Saoudiens, appuyés par les Émiratis, bombardent le pays et tuent de manière clairement délibérée, civile et militaire. Et ça, aujourd'hui, le droit international tel qu'il est édicté n'est certainement pas respecté ni par les Émiratis ni par les Saoudiens, et pourtant ce sont parmi un certain nombre nos alliés. L'Iran, justement, excusez-moi, le grand méchant, MBZ, redoute un autre grand méchant encore plus que l'Iran, c'est les frères musulmans, l'organisation frères musulmans. Pourquoi les craint-il tant ? Alors il y a une part de personnel et politique. Mohamed Ben Zayed est un personnage qui est de plus en plus paranoïaque depuis les printemps arabes. À juste titre ? Est-ce que la parano est justifiable parfois ? Je ne suis pas psychologue et je n'entrerai pas évidemment dans la psychologie de Mohamed Ben Zayed. Je préfère être encore dans ma tête. Mais ce qui est clair, c'est qu'il craint depuis 2011 et depuis les printemps arabes une contagion révolutionnaire frériste dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Il avait déjà une peur bleue des quelques barbus qui étaient dans la Confédération émiratie au nord. Et il a eu peur qu'un certain nombre de pays viennent soutenir l'ensemble des courants d'alternance dans les pays qui étaient dans des processus révolutionnaires. À l'époque, le Qatar a soutenu un certain nombre de frères musulmans dans une logique de soutien à des mouvements d'alternance politique qui étaient structurés. Et dans tous ces alternance démocratique, oui. Dite démocratique. D'alternance dans un processus démocratique. C'est-à-dire que vous lancez un processus démocratique, vous ne pouvez pas, une fois qu'il y a un résultat dans les urnes, dire « Ah ben non, je suis contre ce résultat-là ». C'est l'éternel sujet classique. Mais ce qui est clair, c'est que du coup, il n'y avait pas d'autres forces d'alternance structurées aux dictatures qui étaient en place pendant des années. Mohamed Ben Zayed a pris peur de ça. Petit à petit, pays par pays, Yémen, Syrie, Libye, Soudan, Tunisie, Algérie, Maroc, il a cherché à être dans la pure ingérence, dans la pure influence, soit de manière calme et stratégique, comme la Tunisie par exemple, en soutenant les partis Nida Tounes par exemple à l'époque contre Ennahda, soit de manière plus violente, comme ça a été le cas au Yémen ou comme ça a été le cas en Libye en soutenant le maréchal Haftar, reconnu absolument pas par la communauté internationale. Donc aujourd'hui, je dirais que Mohamed Ben Zayed et les Émiratis ont en réalité, et c'est ça que je trouve assez regrettable et que je développe dans le livre, ont en réalité gagné parce qu'il n'y a plus aucun pays qui est dirigé par les frères musulmans, à part la Turquie, mais Erdogan était déjà là depuis 2002, bien avant les printemps arabes. Le PJD au Maroc vient de sauter, donc il n'y en a plus. Mais par contre, quand on parle d'islam politique, là-bas comme en France, l'islam politique, c'est pas islam politique égale les frères musulmans. Islam politique égale les frères musulmans, wahhabisme et salafisme. Et là, ça ne lui pose aucun problème que l'Arabie Saoudite, depuis 30 ans, continue à propager sa propagande salafiste dans tous les pays du Maghreb, ce qui est absolument scandaleux. Le budget de propagande et de communication de l'Arabie Saoudite depuis 30 ans est 10 à 20 fois supérieur à celui de l'URSS dans ses plus belles heures de gloire. Donc voilà, je trouve que ça, c'est effectivement un autre problème.
Justement, vous évoquiez à l'instant la Libye. On sait que les Émiratis sont aux côtés du maréchal Haftar, lui aussi soutenu par les Russes. Et nous, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, soutient le maréchal Haftar. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie émirati de soutien à Haftar? Alors, la stratégie de Mohamed Ben Zayed était de soutenir un vieux militaire qui aurait dû reprendre le contrôle et stabiliser le pays. Ça a marché pour l'Égypte. Il y avait un dictateur qui a sauté, une révolution complètement tuée aujourd'hui, et un maréchal, le maréchal Sissi, plus sanguinaire et plus violent que les dernières années Moubarak. En Libye, ça a été beaucoup plus compliqué. Les tribus, le côté fédérateur de Kadhafi à l'époque, il a soutenu ce maréchal Haftar qui s'est cassé les dents à Tripoli. Donc la France a pris une claque, les Émirats ont pris une claque. Et le problème, c'est qu'en fait, vous aviez un gouvernement à Tripoli qui était celui de Fayez el-Sarraj, qui était reconnu par la communauté internationale et par les Nations Unies. L'ONU. Qu'est-ce que j'ai dit? La communauté internationale. Oui, voilà, c'est ça. L'ONU. Et donc, du coup, ce qui est complètement incroyable, c'est que et la France et les Émirats ont soutenu un gouvernement qui n'était pas reconnu par l'ONU. Pour autant, il y a une justice quelque part, c'est que Maréchal Haftar n'a pas gagné, s'est pris une claque à Tripoli. Mais Fayez el-Sarraj est quand même soutenu par des milices islamistes. Fayez el-Sarraj était soutenu par la Turquie. Il y avait un certain nombre de miliciens, islamistes ou pas islamistes, c'était plutôt aussi des opportunistes. C'est-à-dire toutes ces sociétés privées sur ces terrains-là sont aujourd'hui c'est la mode américaine, en tout cas c'est le schéma de reproduction de Blackwater avec les Américains. Vous les retrouvez sur d'autres terrains, ils se déplacent d'un courant à l'autre. Mais il y avait aussi des mercenaires du côté de la Libye, directement payés par les Émirats. Il y a des camps de torture en Libye dont on sait aujourd'hui, regardez les Panama Papers et tout le bazar et Amnesty International, qu'ils ont été mis en place par les Émiratis. Donc voilà, c'est 2 poids, 2 mesures. J'aimerais vous entendre également sur les relations que Mohamed Ben Zayed entretient avec l'Algérie. A-t-il un plan? En tout cas, on n'a pas vu ces dernières semaines, ces derniers mois d'ingérence spéciale. Est-ce qu'il a un plan pour ce pays? Alors, y a-t-il un plan en général pour l'Algérie? Ça, c'est déjà la grande question. Il a du mal à venir du côté des Algériens. Est-ce qu'il pourrait du coup y avoir une ingérence extérieure qui puisse changer quelque chose? Mohamed Ben Zayed est un militaire, comme je vous le disais. Il est du coup très proche de plein de clans militaires qui peuvent être au pouvoir. Ce sont des généraux qui tiennent l'Algérie. Voilà, et qui du coup décident du président qui va être mis en place ou pas. La situation est telle que au moment où Bouteflika commence à sombrer, n'en finit pas de finir, au moment où il y a ces élections qui vont approcher, le grand orchestrateur était Gaïd Salah, le chef d'état-major à l'époque, qui est mort entre-temps. Gaïd Salah était en lien direct avec Mohamed Ben Zayed et était vraiment par le téléphone rouge. En gros, c'est « Maître, qu'est-ce que je dois faire ?» Gaïd Salah est mort, mais Mohamed Ben Zayed a toujours, je dirais, l'oreille attentive des militaires qu'il y a en Algérie. Et je pense qu'il y a une relation, d'ailleurs qui n'a pas été cachée, tout à fait claire entre Abdelmajid Tebboune et Mohamed Ben Zayed pour la stabilité autoritaire, comme je le dis dans mon livre, et pour finalement un processus révolutionnaire qui n'existe pas, qui n'existe plus. Les Algériens continuent à faire leur vendre dire, mais il ne se passe rien. Rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce Mohamed Ben Zayed? Quelle est votre opinion sur le personnage? Je pense que c'est un fin stratège. Je pense que c'est un pur dirigeant de réel politique. Je pense que si nous ne prenons pas quelques distances ou si nous ne lui rappelons pas quelques éléments de droit international, je crains qu'il puisse devenir à terme un prochain Saddam Hussein. C'est-à-dire un grand allié de la France. Rappelez-vous, Saddam Hussein, on l'appelait même par son prénom, Saddam. C'était extrêmement intime. L'ami de Jacques, Chirac. Voilà, exactement. Je crains qu'il y ait une entourloupe à un moment ou à un autre et que du coup, on ne sache plus dire non. Il serait temps de dire non et de rappeler le droit international et de rappeler un certain nombre de conventions internationales à Mohamed Ben Zayed avant qu'il soit effectivement trop tard. Malheureusement, le complexe militaro-industriel et nos relations avant tout guidées
par notamment les industries d'armement risque de nous pousser à rester encore un peu silencieux. Jean-Yves Le Drian ayant été déjà depuis 2012 au moins une trentaine de fois aux Émirats. J'imagine qu'il doit aimer Dubaï, mais qu'il a un intérêt aussi évidemment que vous pouvez imaginer à aller à Abu Dhabi. Émirats arabes unis à la conquête du monde, c'est votre ouvrage, Sébastien Boussois, que nos téléspectateurs pourront trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Sébastien Boussois, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci.